À l'été 1967, sur une position de montagne surplombant une vallée infestée de soldats réguliers de l'armée nord-vietnamienne, un sergent des Marines de 25 ans fit quelque chose qui aurait valu à la plupart des hommes d'être renvoyés du service sous les moqueries. Il retira le couvercle supérieur d'une mitrailleuse lourde, M2 Browning, une arme conçue pour le tir de suppression contre les formations ennemies, et il fit souder un support de fixation dessus par des Seabees de la Navy, puis il y fixa une lunette Unertel à grossissement 8, le même type de lunette qu'il utilisait sur son fusil de précision. Sauf que ce n'était pas un fusil de précision, c'était une arme collective de 38 kg qui tirait des munitions en bande, à des cadences allant jusqu'à 850 coups par minute. Les Marines qui le regardèrent travailler pensèrent probablement qu'il avait perdu la raison. Son commandant, le capitaine Edward James Land, savait qu'il n'en était rien. Land avait observé ce garçon de ferme de l'Arkansas tirer pendant des mois. Il avait vu ce que d'autres refusaient de croire. L'homme à la plume blanche glissée dans son chapeau de brousse était sur le point de redéfinir ce qui était possible avec un fusil, n'importe quel fusil, même un qui n'était pas censé être un fusil du tout. Carlos Norman Hathcock II naquit le 20 mai 1942 à Little Rock, Arkansas, de parents dont le mariage ne survivrait pas à son enfance. Quand ils se séparèrent, le jeune Carlos fut envoyé vivre chez sa grand-mère, Myrtle, dans la petite ville de Wynne, dans le plat pays cotonnier de l'est de l'Arkansas. Il passerait les 12 années suivantes sous sa garde. Ce ne fut pas une vie facile. La dépression avait laissé de profondes cicatrices dans l'Arkansas rural, et la nourriture n'était jamais garantie. Carlos apprit à tirer non pas parce que c'était un passe-temps, mais parce que cela mettait de la viande sur la table. Son père avait rapporté un Mauser allemand de la Première Guerre mondiale, une relique non fonctionnelle que le jeune Carlos portait à travers les bois, en faisant semblant de chasser des ennemis imaginaires. Mais sa véritable éducation vint d'une carabine J.C. Higgins, calibre 22 à un coup, toute cabossée. Sa grand-mère lui donna la carabine et une poignée de cartouches, et le message était clair: si tu rates, ta famille a faim. Il ne ratait pas souvent. Le garçon développa une compréhension du tir de précision qui allait au-delà de la technique. Il apprit la patience, il apprit à lire le vent et le terrain. Il apprit que le tir lui-même n'était que le moment final d'un processus qui commençait des heures, parfois des jours, plus tôt. Il chassait les écureuils et les lapins à travers les forêts de l'Arkansas, se déplaçant si lentement que les animaux ne savaient jamais qu'il était là jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'étaient pas des compétences que quelqu'un lui avait enseignées. Elles naquirent de la nécessité, des longues après-midi seuls dans les bois, de la pression de savoir que la précision signifiait la survie. Carlos rêvait de devenir un marine des États-Unis depuis qu'il était assez grand pour comprendre ce qu'étaient les Marines. Le 20 mai 1959, le jour de ses 17 ans, il entra dans un bureau de recrutement à Little Rock avec la permission écrite de sa mère et s'engagea. L'entraînement de base au dépôt de recrutement du corps des Marines de San Diego révéla ce que les bois de sa grand-mère avaient déjà façonné. Un tireur d'élite naturel aux capacités extraordinaires. Il se qualifia au niveau expert, la plus haute distinction, tirant 248 sur un possible 250 au parcours de qualification. Les instructeurs le remarquèrent. Au cours des années suivantes, la réputation de Hathcock grandit dans le petit monde du tir de compétition du corps des Marines. Il fut affecté à l'équipe de tir du corps des Marines et commença à participer à des compétitions à travers le pays. En 1962, il fut transféré à la base aérienne du corps des Marines de Cherry Point en Caroline du Nord, où il établit un record sur le parcours A qui tiendrait jusqu'à ce que le parcours soit fermé. Cette même année, le 10 novembre, anniversaire du corps des Marines, il épousa Josephine Bryan, une femme qui resterait à ses côtés à travers tout ce qui suivrait. Le moment décisif de sa carrière de compétiteur survint le 26 août 1965 à Camp Perry, Ohio. Les championnats nationaux de Camp Perry étaient la compétition de tir la plus prestigieuse d'Amérique, attirant les meilleurs tireurs de toutes les branches de l'armée et des organisations civiles de tir. L'épreuve culminante était la Coupe Wimbledon, un match de tir à 1000 yards qui testait tout ce qu'un tireur avait appris sur la précision à longue distance. Carlos Hathcock, 23 ans, la remporta.
Il était désormais le champion de tir à longue distance des États-Unis. Un an plus tard, il fut déployé au Vietnam en tant que policier militaire. Il ne faudrait pas longtemps pour que quelqu'un reconnaisse que ce PM particulier avait sa place ailleurs. Le corps des Marines avait un problème au Vietnam et le capitaine Edward James Land avait l'intention de le résoudre. Les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne avaient des tireurs d'élite, de bons tireurs. Ils opéraient dans la jungle dense, autour des bases de feu américaines, abattant des Marines avec une précision patiente et méthodique. Un tir, une mort, puis ils disparaissaient dans la verdure. Les Marines n'avaient aucune réponse organisée. Ils n'avaient même pas de programme de tireurs d'élite, pas de formation dédiée, pas de doctrine pour les opérations de contre-sniper. Land, qui avait fondé le premier cours moderne de tireurs d'élite du corps en 1961, reçut la tâche d'en construire un à partir de rien dans une zone de combat. Il n'avait pas de fusil, il n'avait pas d'instructeur, il n'avait même pas de bureau. Ce qu'il avait, c'était l'autorisation de recruter n'importe où dans le corps des Marines, et il avait une liste de tous les tireurs d'élite distingués au Vietnam. Quand il vit que le champion en titre de la Coupe Wimbledon servait comme policier militaire quelque part dans le pays, il passa un coup de téléphone. Adcock arriva à la colline 55 fin 1966. La base de feu était située à 16 km au sud-ouest de Da Nang, surplombant la confluence de trois rivières et les approches de la base aérienne vitale. Les Marines l'avaient sécurisée plus tôt cette année-là, après d'importantes opérations de déminage, et elle était devenue le quartier général des opérations de tireurs d'élite éclaireurs de la première division de Marines. Land établit son programme de formation dans un conteneur converti, enseignant aux Marines les fondamentaux du tir à longue distance avec tout l'équipement qu'il pouvait récupérer. Adcock était différent des autres élèves dès le départ. Ce n'était pas seulement sa capacité de tir, bien qu'elle fût exceptionnelle, c'était sa patience, son immobilité, son apparente capacité à devenir partie intégrante du terrain lui-même. Land le décrirait plus tard en termes simples. Carlos devenait partie de l'environnement. Il s'intégrait totalement à l'environnement. D'autres hommes se savaient tirer, Adcock savait chasser. Il commença à porter une plume blanche glissée dans le ruban de son chapeau de brousse. C'était une provocation délibérée, une carte de visite, un défi. La plume le rendait visible, identifiable, une cible spécifique plutôt que juste un autre tireur d'élite américain. Certains pensaient que c'était de la bravade stupide. Adcock voyait les choses différemment. Il voulait que l'ennemi sache exactement qui les tuait. Il voulait être celui qu'il craignait par-dessus tous les autres. L'effet psychologique était calculé et intentionnel. Les Nord-Vietnamiens le remarquèrent. Ils commencèrent à l'appeler Long Trang, plume blanche, et puis ils mirent à ce tête à prix. Les primes sur les tireurs d'élite américains étaient courantes au Vietnam. La plupart valaient entre 1000 et 2000 $, des sommes substantielles pour les combattants locaux. La prime sur le tireur d'élite à la plume blanche était de 30 000 $. C'était, pour autant que quiconque le sache, le prix le plus élevé jamais placé sur un soldat américain individuel dans cette guerre. Le message était clair. Cet homme était devenu un problème stratégique. La réponse de Adcock fut de continuer à porter la plume. D'autres Marines dans son secteur commencèrent aussi à porter des plumes blanches, répartissant le risque, semant la confusion chez les chasseurs ennemis. Cela devint un point de fierté pour l'unité. Si l'ennemi voulait plume blanche, il devrait trier parmi des dizaines de cibles potentielles, sans jamais savoir laquelle était la vraie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son nombre de victimes commença à grimper. Au Vietnam, les victimes confirmées nécessitaient une vérification par l'observateur du tireur d'élite et un tiers, généralement un officier. Puisque les tireurs d'élite opéraient souvent loin derrière les lignes ennemies, sans officiers accompagnateurs, de nombreuses victimes restaient non confirmées. Adcock estimait qu'il avait en réalité tué entre 300 et 400 soldats ennemis pendant son temps au Vietnam. Le compte officiel, celui vérifié selon les normes militaires, atteindrait finalement 93. Mais ce n'étaient pas les chiffres qui le rendirent légendaire, c'étaient les missions. Autour de la colline 55 opérait une chef de peloton Viet Cong, connue des Marines sous le nom d'Apache.
Elle avait gagné son nom par une pratique qui rendait malades même les vétérans de combat endurcis. Apache torturait les Américains capturés. Elle ne les tuait pas simplement, elle faisait durer leur mort et elle s'assurait que leurs camarades puissent entendre. En novembre 1966, Apache captura un soldat de première classe des Marines près du périmètre de la base de feu. Ce qui suivit dura tout l'après-midi et jusqu'au lendemain. Les Marines sur la colline 55 pouvaient entendre les hurlements. Ils ne pouvaient pas intervenir. Quand Apache relâcha finalement sa victime, il tituba vers les barbelés, sa peau partiellement arrachée, ses paupières disparues, ses ongles arrachés. Il mourut au périmètre, à la vue d'hommes qui ne pouvaient pas le sauver. Adcock le prit personnellement. Il était arrivé sur son territoire et elle opérait sur le sien. L'un d'eux devrait partir. Pendant des semaines, Adcock et Land chassèrent Apache, apprenant ses schémas de patrouille, essayant de prédire où elle apparaîtrait. Puis, tard un après-midi, Land repéra un groupe de silhouettes remontant une petite colline à environ 700 yards. L'une d'elles correspondait à la description d'Apache. Elle portait un fusil à lunettes. Quand elle atteignit le sommet et quitta le sentier, Adcock tira. C'était, dirait-il plus tard, l'un des meilleurs tirs qu'il ait jamais fait. Il lui mit une seconde balle pour faire bonne mesure. Les Nord-Vietnamiens répondirent en envoyant leur propre expert après Plume Blanche. Le tireur d'élite ennemi n'était connu que sous le nom de Cobra. Il fut envoyé spécifiquement pour tuer Carlos Adcock et il commença sa campagne en tuant des Marines autour de la colline 55 dans un effort délibéré pour attirer Plume Blanche dehors. L'une de ses victimes fut un sergent-chef abattu devant les propres quartiers de Adcock. Adcock le regarda mourir. Il fit un serment. Il aurait le Cobra d'une manière ou d'une autre. Adcock prit son observateur, le caporal John Roland Burke, et ils partirent à la chasse. La jungle autour de la colline 55 devint un échiquier, 2 maîtres joueurs tournant l'un autour de l'autre à travers le labyrinthe vert, chacun essayant de prédire les mouvements de l'autre, chacun sachant que la première erreur serait la dernière. Le Cobra était bon, très bon. Adcock le décrirait plus tard avec quelque chose approchant le respect. Il était très rusé, très intelligent, il était proche d'être aussi bon que moi, mais pas moyen. Personne n'est aussi bon. La rencontre qui y mit fin survint sans avertissement. Adcock et Burke se déplaçaient à travers une végétation dense quand Adcock trébucha sur un tronc pourri. À ce moment précis, le Cobra tira. La balle frappa la gourde de Burke, et pendant un terrible instant, les 2 hommes crurent qu'il avait été touché. Ils sentirent la chaleur se répandre le long de sa jambe avant de réaliser que ce n'était que de l'eau. Le chasseur et le chassé avaient échangé leurs places. Adcock savait que le Cobra était proche, observant, attendant une autre opportunité. Il scruta la jungle devant lui, cherchant tout signe de son ennemi, et puis il le vit. Un minuscule éclat, la lumière se reflétant sur du verre. Une lentille de lunettes. Adcock comprit instantanément ce que cet éclat signifiait. La seule façon dont il pouvait voir la lumière se refléter sur l'avant de la lunette du Cobra était si le Cobra le regardait directement. Les 2 tireurs d'élite avaient leur réticule l'un sur l'autre au même moment. L'un d'eux tirerait le premier. Adcock tira. La balle traversa la lunette du tireur d'élite ennemi à travers les éléments optiques et dans son œil. La balle de Adcock avait parcouru toute la longueur du tube sans toucher les côtés. Quand il examina le corps, la lunette était évidée, le trajet de la balle parfaitement centré. C'était un tir qui aurait dû être impossible. Cela signifiait que Adcock avait appuyé sur la détente dans la fraction de seconde avant que le Cobra ne puisse faire de même. Il prit le fusil comme trophée, il fut volé à l'armurerie avant qu'il ne puisse le ramener chez lui. Si vous voulez voir comment un garçon de ferme de l'Arkansas a redéfini ce qui était possible au combat, si vous voulez comprendre pourquoi le corps des Marines a construit tout un programme de formation autour de ces méthodes, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées, comme celle-ci, et veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Revenons à Adcock. Le tir à travers la lunette devint légendaire, reproduit dans d'innombrables films et séries télévisées, souvent rejeté comme fiction hollywoodienne par ceux qui ne connaissaient pas son origine. Mais Adcock avait d'autres tirs impossibles à faire. La mitrailleuse lourde M2 Browning était en service américain depuis 1933. Elle était conçue pour le tir de suppression soutenu, monté sur des véhicules et des fortifications servis par plusieurs soldats.
personne ne l'avait sérieusement considéré comme une arme de précision. L'arme était trop lourde, les munitions trop variables, le concept entier absurde à première vue. Adcock vit quelque chose de différent. La cartouche calibre 50 BMG était balistiquement supérieure à toute munition de fusil dans l'inventaire américain. Si vous pouviez contrôler l'arme, si vous pouviez la faire tirer en mode coup par coup avec un système de visée approprié, vous pouviez atteindre des distances que les fusils de précision conventionnels ne pouvaient pas toucher. Le problème était de construire une configuration qui fonctionnerait réellement. Il travailla avec les Seabees de la Navy, les bataillons de construction qui pouvaient construire n'importe quoi, des pistes d'atterrissage au pont dans des conditions de combat. Ils fabriquèrent un support de fixation qui accepterait sa lunette Unertel. Il équilibra l'arme sur un trépied M3, la stabilisa avec des sacs de sable et passa des heures à tester différents lots de munitions en bande pour trouver les cartouches qui tiraient le plus régulièrement. Certains Marines pensaient qu'il perdait son temps. Les mitrailleuses n'étaient pas des fusils de précision. Tout le monde savait cela. Adcock établit une position sur un point d'observation élevé, entouré d'une activité ennemie si intense que les patrouilles ne pouvaient pas quitter le périmètre en sécurité. Il passa 3 jours à observer, cartographiant les mouvements ennemis, réglant son arme improvisée. La portée la plus proche à laquelle il pouvait toucher de manière fiable était 1000 yards. La plus éloignée était 2500. Le 3e jour, un soldat Viet Cong apparut à environ 2500 yards, poussant une bicyclette chargée d'armes et de munitions sur un sentier. La piste Ho Chi Minh était une ligne d'approvisionnement sans fin, et ceci n'en était qu'une petite partie. Adcock observa à travers sa lunette, tandis que la silhouette traversait la position réglée. Il tira. La balle frappa la bicyclette, l'envoyant valdinguer. Le soldat, qui semblait être assez jeune, se releva tant bien que mal. Au lieu de fuir, il attrapa l'un des fusils de la cargaison éparpillés et commença à tirer en direction de Adcock. Les balles tombaient en bien trop court. Adcock tira à nouveau. Le tir d'environ 2500 yards était, à ce moment-là, la plus longue élimination confirmée par un tireur d'élite de l'histoire. Il battait un record qui tenait depuis près d'un siècle, depuis que le chasseur de bisons Billy Dixon avait tué un chef comanche à la seconde bataille d'Adobe Waltz en 1874. Adcock avait fait ce tir avec une arme que personne ne croyait pouvoir être utilisée pour le tir de précision, tirant des munitions standards en bande sur une cible en mouvement. Le record tiendrait pendant 35 ans jusqu'à ce que des tireurs d'élite canadiens, utilisant des fusils de calibre 50 spécialement conçus avec des munitions de compétition, le dépassent finalement pendant la guerre en Afghanistan en 2002. Ils avaient des décennies d'avancées technologiques. Adcock avait l'ingéniosité et une lunette attachée à une mitrailleuse. Mais peut-être sa mission la plus remarquable survint vers la fin de sa première période de service, une mission volontaire si dangereuse que le commandement n'expliqua pas les détails avant qu'il n'accepte de la prendre. La cible était un général de l'armée nord-vietnamienne opérant depuis un campement lourdement défendu. La seule approche traversait plus de 1500 yards de terrain découvert, des champs et des prairies avec une couverture minimale, patrouillée constamment par des soldats ennemis. Il n'y avait aucun moyen concevable d'arriver à portée de fusil sans être détecté, à moins d'être Carlos Adcock. Il retira la plume blanche de son chapeau. Ce fut la seule fois pendant son service au Vietnam qu'il le ferait. Il fut inséré par hélicoptère à distance de la zone cible et commença ce qu'il appelait « ramper comme un ver », avançant pouce par pouce à travers le terrain découvert, se déplaçant si lentement que le mouvement était presque imperceptible. Pendant 4 jours et 3 nuits, sans nourriture, sans sommeil, Adcock rampa vers le camp ennemi. Il se déplaçait sur le côté pour garder sa trace aussi étroite que possible. Il se couvrait d'herbe et de végétation jusqu'à être indiscernable de la prairie elle-même. Il décrirait plus tard être passé si près de soldats ennemis en patrouille qu'il aurait pu les faire trébucher. Il passait sans jamais le voir. À un moment, une vipère des bambous glissa vers sa position. Le serpent était hautement venimeux. Bouger révélerait sa position aux patrouilles proches. Adcock resta absolument immobile, contrôlant sa respiration, contrôlant son rythme cardiaque, se forçant à l'invisibilité jusqu'à ce que le serpent s'éloigne.
Il atteignit une position de tir à environ 700 yards du campement ennemi, positionné entre deux emplacements de mitrailleuses jumelles de calibre 50 et 1. Les servants ne surent jamais qu'il était là. Le matin vint, le général sortit sur un porche et bâilla. Un aide passa devant lui brièvement, bloquant le tir. Adcock attendit, l'aide s'écarta, un tir à travers la poitrine. Le général s'effondra. Tout le monde dans le camp courut vers la lisière de la forêt, l'endroit logique où un tireur d'élite se cacherait. Adcock était dans l'herbe derrière eux. Il rampa jusqu'à un fossé de drainage et commença le long voyage de retour. Cela prit 3 jours de plus. Les soldats ennemis le cherchèrent continuellement. Ils ne le trouvèrent jamais. Son commandant résuma la mission simplement. Carlos devint partie de l'environnement. La mission est parfois remise en question par les historiens, qui notent qu'aucun général nord-vietnamien n'est documenté comme étant mort de blessures par balle pendant la période de service de Adcock. La divergence peut refléter les difficultés de la tenue des registres en temps de guerre, la dissimulation délibérée par l'ennemi des pertes parmi les dirigeants, ou des questions sur le rang réel de la cible. Ce qui n'est pas contesté, c'est que Adcock infiltra avec succès une position lourdement défendue en utilisant des méthodes qui semblaient physiquement impossibles et sans être détectées. Adcock retourna aux États-Unis en 1967 avec 86 victimes confirmées. Il était épuisé, consumé par le stress cumulatif d'opérer sous une prime de $30 000. Il fut libéré et retrouva sa femme et son jeune fils en Virginie. Il se réengagea une semaine plus tard. En 1969, Adcock retourna au Vietnam pour une seconde période de service, cette fois commandant un peloton de tireurs d'élite. Il était de retour là où il appartenait, enseignant les compétences qu'il avait développées, menant des hommes qui le regardaient comme une légende faite chair. Cela ne durerait pas. Le 16 septembre 1969, Adcock était à bord d'un véhicule d'assaut amphibie LVTP-5 le long de la route 1, au nord de la zone d'atterrissage Baldy. Le LVTP-5 était un véhicule blindé de transport de troupes, conçu pour débarquer des Marines du navire à la côte et fournir un transport protégé dans les zones de combat. Il n'était pas conçu pour survivre à une mine anti-char de 225 kg. L'explosion fut catastrophique. Le véhicule fut immédiatement englouti par les flammes. Adcock fut aspergé d'essence en feu. Il perdit connaissance puis se réveilla dans le feu. Ce qui se passa ensuite définit Carlos Adcock autant que n'importe quel tir qu'il ait jamais fait. Il retourna dans le véhicule en flammes. 7 Marines étaient encore à l'intérieur. Un par un, il les sortit, les traînant vers la sécurité tandis que sa propre peau brûlait. Il ne s'arrêta pas avant que chaque homme soit sorti. Ce n'est qu'alors que quelqu'un le tira en arrière et le plaça dans l'eau. Il n'avait pas réalisé à quel point il était gravement blessé. Les brûlures couvraient plus de 40% de son corps. Certaines étaient au 3e degré, détruisant toute l'épaisseur de sa peau. Son visage, ses bras, ses jambes, tout était endommagé. Il fut évacué par hélicoptère vers l'USS Repose, un navire hôpital, puis vers un hôpital naval à Tokyo et finalement vers le centre des brûlés du Brooke Army Medical Center à San Antonio, Texas. La convalescence prit des mois. Quand il fut finalement libéré, il marchait avec une claudication et avait un usage limité de son bras droit. Sa carrière de tireur d'élite de combat était terminée. Il avait 27 ans. Adcock fut recommandé pour la Medal of Honor pour ses actions lors de l'incident du véhicule en feu. Il refusa. Il ne croyait pas que sauver des Marines méritait une médaille. C'était simplement ce qu'on faisait. Près de 30 ans plus tard, en 1996, il accepta finalement une Silver Star pour la même action. À ce moment-là, il était en fauteuil roulant, à peine capable de se tenir debout, son fils l'aidant à rester droit pendant la cérémonie. Après sa convalescence, Adcock fut affecté pour aider à établir l'école de tireurs d'élite, éclaireur du corps des Marines à Quantico, en Virginie. C'était un travail pour lequel il était né. Tout ce qu'il avait appris dans les bois de l'Arkansas, tout ce qu'il avait perfectionné dans les jungles du Vietnam, devint alors doctrine. Il enseignait aux Marines les fondamentaux du tir à longue distance, mais plus important encore, il leur apprenait à penser comme des chasseurs, à devenir partie intégrante de l'environnement, à attendre. Il appelait cela « entrer dans la bulle ».
un état de concentration totale où rien n'existait, sauf la cible et le tir. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait s'enseigner par des cours magistraux. Cela devait être démontré, expérimenté, absorbé par la pratique jusqu'à devenir instinct. Les blessures causées par la mine ne guérirent jamais complètement. Adcock vivait avec une douleur constante. En 1975, sa santé commença à se détériorer de nouvelles façons. On lui diagnostiqua une sclérose en plaques, une maladie qui attaque le système nerveux, détruisant progressivement la capacité de contrôler les muscles et les mouvements. Si la maladie était liée à l'exposition à la jante orange pendant ses nombreuses opérations en jungle reste inconnu. Aucun lien définitif n'a été établi, bien que la question hante de nombreux vétérans du Vietnam. Adcock resta dans le corps, enseignant malgré la douleur, malgré la faiblesse progressive. Son corps le lâchait, mais ses connaissances étaient des fois irremplaçables. Les étudiants qui passèrent par sa formation servirent dans chaque conflit qui suivit, perpétuant ses méthodes. En 1979, alors qu'il enseignait au stand de tir de Quantico, Adcock s'effondra. Il se réveilla aux urgences, perdant la sensation dans les deux bras, incapable de bouger son pied gauche. Le corps des Marines n'eut d'autre choix que de le réformer médicalement. Il lui manquait 55 jours pour atteindre 20 ans de service. 20 ans l'auraient qualifié pour une pension de retraite régulière. Au lieu de cela, il reçut une classification d'invalidité totale, qui fournissait en fait de meilleurs avantages. Mais la distinction comptait pour Adcock. Il avait l'impression que le corps l'avait mis à la porte. Il sombra dans une profonde dépression. Sa femme Jo faillit le quitter. L'homme qui avait rampé à travers des champs ouverts sous le feu ennemi, qui avait affronté le cobra dans la jungle, qui avait sauvé 7 hommes d'un véhicule en feu, ne pouvait pas affronter la vie civile. Ce qui le sauva fut inattendu. Il se mit à la pêche aux requins, la patience requise, les longues heures d'attente pour une touche, l'action soudaine et explosive quand un poisson mordait à la ligne, se connectait à quelque chose de profond dans sa nature. La chasse était toujours là, transformée en quelque chose qui ne nécessitait pas de tuer des hommes. Lentement, il commença à se rétablir. Il retourna également à Quantico, non pas comme instructeur, mais comme visiteur bienvenu. Les étudiants et le personnel le recevaient comme une légende vivante. Il s'asseyait avec les jeunes tireurs d'élite, répondant aux questions, partageant des histoires, transmettant une sagesse qu'on ne pouvait trouver dans aucun manuel. Il continua à fournir des formations au département de police et à des unités militaires sélectionnées, y compris l'élite de la marine, le SEAL Team 6. En 1986, l'auteur Charles Anderson publia Marine Sniper, 14 victoires confirmées, une biographie qui fit connaître l'histoire de Adcock à un public plus large. Le livre devint un classique, se vendant à plus d'un demi-million d'exemplaires et présentant la légende de la plume blanche à des générations de lecteurs. Adcock n'avait jamais recherché la célébrité, mais il reconnut que son histoire pouvait inspirer les autres. Il coopéra avec Anderson et avec les biographes suivants, donnant des interviews qui préservèrent ses expériences dans ses propres mots. Les honneurs s'accumulèrent. Le prix Gunnery Sergeant Carlos Adcock fut établi pour récompenser les Marines qui contribuaient à l'amélioration de la formation au tir. Un stand de tir d'élite à Caen-le-Jeune, en Caroline du Nord, fut nommé en son honneur. Le complexe de tir au fusil et au pistolet de la base aérienne du corps des Marines de Miramar fut officiellement désigné complexe de tir Carlos Adcock. Springfield Armory produisit une variante de leur fusil M21 appelée le M25. Whitefighter, portant sa signature et son célèbre symbole. Lors de sa cérémonie de départ à la retraite, des années après sa réforme médicale, Adcock reçut une plaque qui capturait ce que le corps pensait de lui. Une casquette de campagne de marine en bronze était montée au-dessus d'une plaque en laiton qui disait « Il y a eu beaucoup de Marines, il y a eu beaucoup de tireurs d'élite, mais il n'y a eu qu'un seul sniper. Gunnery Sergeant Carlos N. Adcock. Un tir, une cible. La sclérose en plaques est une maladie cruelle. Elle prend tout lentement, méthodiquement, sans pitié. L'homme qui avait autrefois rampé sur 1370 mètres en terrain découvert ne pouvait plus marcher. Les mains qui avaient réalisé des tirs impossibles ne pouvaient ne plus rester stables. Carlos Adcock regarda son corps le trahir, une fonction à la fois.
Le 22 février 1999, à Virginia Beach, en Virginie, Carlos Norman Hadcock II mourut des complications de la sclérose en plaques. Il avait 56 ans, l'ennemi qui le vainquit finalement était un ennemi qu'il ne pouvait pas chasser, qu'il ne pouvait pas surpasser au tir, qu'il ne pouvait pas durer plus longtemps. Il est enterré au Woodlawn Memorial Gardens à Norfolk, en Virginie. Le Stevens Model 15, le fusil sur lequel il apprit à tirer, le calibre 22 à un coup sans prétention qui avait tout commencé, fut donné au Musée national du corps des Marines à Quantico par son frère Billy Jack. Il repose dans une vitrine, ressemblant exactement à ce qu'il est, un fusil de jeunesse bon marché sans valeur particulière. La plupart des visiteurs passent à main devant sans s'arrêter. Ils ne savent pas que dans les mains d'un garçon affamé de l'Arkansas, il devint le fondement d'une légende. L'influence de Carlos Hadcock s'étend bien au-delà de ses 93 victoires confirmées. L'école de tireurs d'élite, éclaireur du corps des Marines qui l'aida à établir, continue de former les meilleurs tireurs de précision d'Amérique. Ses méthodes, sa patience, sa compréhension de la chasse ont été transmises à travers des générations d'étudiants qui ne l'ont jamais rencontré mais perpétuent son héritage. Le fusil de calibre 50 qu'il prouva viable comme arme de tireur d'élite est devenu un équipement standard dans les forces militaires du monde entier, résultat direct de ses expériences improvisées avec la mitrailleuse au Vietnam. Le tir à travers la lunette, l'élimination à 2286 mètres, la progression de 4 jours en rampant, ces histoires ont été racontées tant de fois qu'elles semblent parfois être de la fiction. Elles ne le sont pas, elles furent accomplies par un homme qui apprit à tirer parce que sa famille avait besoin de viande, qui rêvait de devenir marine, qui découvrit que la guerre exigeait des compétences que personne ne pouvait enseigner sauf la terre elle-même. Il n'a jamais apprécié tuer. Il l'a dit à plusieurs reprises, dans des interviews tout au long de ces dernières années. Il faudrait être fou pour aimer courir dans les bois en tuant des gens. Mais si je n'éliminais pas l'ennemi, ils allaient tuer les gamins là-bas, les gamins habillés en Marines. Il se voyait non pas comme un tueur, mais comme un protecteur. Chaque soldat ennemi qu'il arrêtait était un qui n'embusquerait pas une patrouille, ne poserait pas une mine, ne percerait pas un périmètre américain la nuit. La plume blanche devint son symbole, son défi, sa défiance. Il la portait ouvertement malgré la prime de $30 000 parce qu'il voulait que l'ennemi sache exactement qui les chassait. Quand d'autres Marines adoptèrent la plume en solidarité, cela devint quelque chose de plus grand qu'un seul homme. Cela devint une déclaration sur la détermination américaine, sur la volonté de se tenir ouvertement face à la menace. Sa femme Joséphine lui survécut de 17 ans, décédant en 2016. Son fils Carlos Norman Hadcock, troisième, suivit son père dans le corps des Marines et prit sa retraite comme Gunnery Sergeant, le même grade que son père détenait. La tradition continue. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des tireurs d'élite qui se distinguent par leur habileté et leur patience. De vraies personnes. Du vrai héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de regarder et merci de vous assurer que Carlos Hadcock ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous aider à ce que cela arrive.